Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire, pas de paire, justement j'ai l'habitude d'étudier des paires de devises sur l'or aujourd'hui, donc c'est assez rare mais pourquoi pas, c'est assez intéressant. Donc si on regarde en graphique hebdomadaire, on se rend compte qu'on est sur des plus hauts historiques, là mon graphique remonte jusqu'aux années 92, je ne sais pas si par le passé on a déjà été plus haut en valeur représentative sur l'or, il me semble que si. Ou alors qu'on était juste en dessous, je me rappelle plus exactement, dans un reportage j'avais entendu un commentaire qui disait que dans les années 80 on avait eu un pic haussier sur l'or et par rapport au coût de la vie etc on pouvait considérer que l'or était plus cher qu'aujourd'hui. Je sais plus exactement, donc ça il faudrait se renseigner. Bref, ça va pas être l'objet de notre sujet, on est sur une analyse technique, donc on constate qu'on a une évolution vertigineuse, hein, si on regarde à 1 an d'écart par exemple, en janvier, 10 ans d'écart, en janvier 2011 on avait l'or qui était environ à 270 $ l'once, actuellement on est sur des plus hauts qui ont été marqués récemment à 1432 $ l'once, donc ça se passe de commentaires. Je pense que ça traduit clairement un manque de confiance des intervenants sur les diverses places financières et sur les divers types d'investissements qu'on peut réaliser, hein, que ce soit le marché action, les marchés monétaires, les obligations, je sais pas, enfin bref, ça indique que les investisseurs ont plus confiance dans une matière première qui a servi de monnaie d'échange depuis belle lurette, on l'appelle la relique barbare, c'est pas pour rien, que dans des marchés qui dépendent de telle ou telle institution, de tel ou tel gouvernement, etc. Donc déjà ça reflète une crise de confiance des investisseurs. Alors on dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Actuellement on aurait plutôt le clairon là, qui sonnerait parce que on est vraiment très haut. Je crois que il y a un moment où on va corriger, je le crois. Je pense pas qu'on puisse monter jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas au ciel comme on dit sur les marchés. La dernière phase de correction, on l'a eu avant la crise des subprimes, début 2008, et bien sûr l'or a ensuite explosé avec la crise des subprimes qui a traduit un gros manque de confiance des investisseurs sur les marchés financiers qui se sont tournés vers l'or, qui ont amené les plus hauts historiques marqués récemment. Donc depuis cette crise des subprimes, on peut dire qu'on a évolué quasiment sans embûche, quelques petites phases de correction, mais rien de concret, à moyen terme en tout cas, donc on peut dire qu'on a une évolution quasi linéaire depuis cette période. Actuellement on a des phases d'hésitation, mais on en a déjà eu également par le passé, donc je pourrais pas dire si c'est sur cette phase d'hésitation que va avoir lieu le rebond. Tout ce que je peux dire c'est que pour moi on est vraiment très haut et qu'il y a une phase de correction qui va bien se mettre en place à un moment donné. C'est mon avis, je peux me tromper. Alors, actuellement, pourquoi c'est intéressant? Je vais passer en graphe journalier. Pourquoi je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à regarder? Alors, moi déjà, je vais vous indiquer que je serais plutôt vendeur sur l'or, parce que pour moi, on a accéléré à la hausse, et que ce début... 2 petites secondes, s'il vous plaît. Viens. Hop. Ok. Donc, depuis ce début d'année 2011, on a quand même des bons chiffres, des entreprises qui font du bénéfice, les marchés actions qui semblent repartir. Il semble que les investisseurs commencent à sortir petit à petit de cette phase de crise et reprendre confiance dans l'économie, ce qui est plutôt opportun pour une phase de correction sur l'or. Ajoutez à ça une accélération haussière assez incroyable ces derniers temps. Forcément, quand on a des accélérations haussières, on a l'effet boule de neige, donc il y a des excès et les excès sont corrigés. De plus, techniquement, on voit qu'on a une espèce d'épaule tête-épaule qui se met en place en journalier. Elle n'est pas vraiment, c'est pas une tête-épaule, c'est pas un cas d'école, on va dire. Ça reste du théorique. Maintenant, ok, je me perds. Donc, la théorie, c'est parfait, c'est une épaule tête-épaule parfaite. En pratique, on a rarement ça. Donc, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et accepter la réalité du marché. Là, la réalité du marché, c'est un premier pic haussier qui est plus bas que le second, qui est plus haut que le dernier. Et on a deux épaules qui sont quasiment sur la même ligne. Donc, certes, la tête n'est pas assez haute par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça traduit quand même cette idée d'un affaiblissement de la part des acheteurs et des acheteurs qui butent sur un seuil de résistance et qui ne parviennent pas à le franchir. La ligne de coup que l'on peut tracer, elle n'est pas du tout horizontale, elle est donc oblique, mais je pense que ça peut être une configuration intéressante à étudier et le franchissement à la baisse de cette trendline peut être intéressant pour prendre position à mon sens. Récemment d'ailleurs je me suis trompé, enfin je me suis pas trompé, j'ai pris cette position sur le franchissement des plus bas qui avait été marqué lors de la journée du 7 janvier dernier. J'avais pris position sur les franchissements des 1361 $. Malheureusement c'était un faux signal, on le voit ici, on a une grande onde baissière avant de clôturer au-dessus de cette trendline, donc qui est toujours valable et qui fait office de zone de support oblique. Actuellement on n'a pas grand chose à signaler, on est toujours au-dessus de cette zone de support et on a des acheteurs qui redonnent de la voix légèrement aujourd'hui, mais dans l'ensemble depuis la fin de l'année 2010 on a plutôt des vendeurs qui corrigent très rapidement les quelques élans haussiers qu'on peut avoir. Donc on voit qu'en quelques séances, à chaque fois, des mouvements haussiers qui ont mis plusieurs semaines à se mettre en place sont corrigés.
Donc ça indique quand même que les vendeurs sont là et qu'ils ont de la force, d'autant que ça apparaît en haut d'une longue tendance haussière. Moi, c'est ce qui me fait vraiment douter de la poursuite du mouvement haussier sur l'or. Comment trader cette configuration? Alors, pour ceux qui ont encore confiance dans le scénario haussier, je pense que le prochain point d'entrée pertinent et raisonnable serait en cas de franchissement des précédents plus hauts qui se situent à 1431,39 $ l'once. À ce moment-là, on pourrait parier sur un breakout et une poursuite du mouvement avec un ratio gain-perte supérieur à 1, ça me semble plutôt cohérent, d'autant qu'on est toujours en tendance haussière, donc on est dans le sens de la foule. Après, on sera quand même, si ça met du temps à arriver, on sera plus dans la partie haute du canal mais dans le milieu, donc ça restera un certain potentiel avant de rejoindre la résistance. Moi, c'est pas du tout le scénario que je vais privilégier, même si ce scénario apparaît, comme j'ai dit pour les raisons précédentes, je ne prendrai pas la position. Ce que j'aimerais trader à moyen court terme, ce serait pourquoi pas le franchissement à la baisse du bas de notre triangle ascendant. Pourquoi triangle ascendant? Parce qu'on a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts qui stagnent à peu près sur la même ligne. Donc j'aimerais prendre position pour parier sur un ralliement rapide de la moyenne mobile exponentielle 100, couper une partie de ma position à ce niveau, et ensuite parier sur un ralliement du support oblique haussier. Alors, certes, c'est un mouvement à contre-tendance, donc je marche contre le sens de la foule, ça met des difficultés. Maintenant, c'est un scénario qui me semble assez possible et raisonnable, donc j'essaierai de le trader en mettant des stop-loss et take profit de manière judicieuse pour justifier une prise de risque avec une prise de position contre-tendance. Pourquoi j'ai choisi d'afficher la moyenne mobile exponentielle 100 en noir sur mon graphique? Parce que je pense qu'elle fait office de zone de support assez intéressante. D'ailleurs, j'ai pas essayé avec la moyenne mobile simple, elle correspond peut-être encore mieux. On va regarder ça tout de suite. Pas vraiment, non. Donc peu importe, la moyenne mobile exponentielle ou simple 100 fait office de zone de support. C'est pas une zone de support parfait, mais on voit que les cours ne vont jamais bien en dessous de cette dernière et rebondissent toujours à son alentour. Donc c'est une belle zone de support et je pense que sa capture nette sera à prendre en compte. Alors, cependant, c'est une zone à considérer, non pas une ligne précise, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, je ne prends pas en compte les indicateurs vraiment de manière très précise, je les prends en compte comme des zones, parce que comme on voit, il y a beaucoup de fois où on est venu en dessous de cette dernière avant de rebondir. Donc il faudra attendre de vraiment la casser, et même si on la casse largement, ce ne sera pas un signal suffisant, parce que par exemple, voilà, si je zoome ici sur la journée du 4 février 2010, on a vu une grosse accélération baissière, on a clôturé bien en dessous de la moyenne mobile 100, on aurait pu s'attendre à une poursuite du mouvement baissier, et bien non. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, personnellement, si je prends ma position, je clôturerai la moitié de ma position au contact de la moyenne mobile 100, et je déplacerai mon stop loss au break-even pour ensuite parier sur un ralliement du support oblique haussier. Ensuite, si on rallie le support oblique haussier, là on pourra considérer que la moyenne mobile exponentielle 100 a été franchie définitivement et que ça a été validé. Donc là, ça fera quand même un bel écart. Donc à ce moment-là, les plus prudents pourront attendre un franchissement à la baisse du support oblique haussier pour prendre position à la vente par exemple. Là on aurait vraiment un changement de tendance, donc un passage de tendance haussière à tendance neutre voire phase de correction, et on pourrait ensuite parier sur le ralliement des retracements de Fibonacci, donc 23%, 38.2 ou 50%, ce qui laisse une grosse marge bien sûr vu l'accélération haussière de ces dernières années. Voilà, donc pour ma part je suis d'avis fondamental plutôt baissier sur l'or pour les prochains mois. J'ai indiqué des seuils techniques précis à surveiller selon moi. Je pense avoir fait mon boulot, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.